Koe, Jessica Danipod, Nagahan, Pesamit Nozabel, Idloni, Mak Nastodo Asimot. Je m'appelle Jessica Nanipou, bonjour, je suis Innu de Pessamit et j'ai 3 enfants. Le médaillon, c'est le logo du Centre d'amitié autochtone de Manicouagan. Ça représente mon arrière-arrière-grand-père Tibas. Le mont Tibas ici à Baie-Comeau, c'est en son nom, ça a été nommé le mont Tibas. Et il est accompagné de McCormick, le fondateur de Baie-Comeau en fait. Et il s'est perdu, il était à moitié mort. Tibas l'a recueilli, l'a trouvé, il l'a emmené avec lui, il l'a nourri, il l'a soigné et a aidé à retrouver son chemin. Baie-Comeau a été fondé finalement grâce à leur amitié. On est le 12e centre d'amitié autochtone qui existe au Québec. Ça fait déjà depuis les années 50 que le mouvement des centres d'amitié existe. Le centre d'amitié est un lieu de rassemblement. Nous, les centres d'amitié, on s'adapte beaucoup aux besoins des gens du milieu, mais entre autres, c'est de donner des services aux personnes autochtones qui vivent en milieu urbain, mais ceux aussi qui sont de passage. Ça peut être l'accompagnement, du soutien, prévention, sensibilisation. Ça peut aller jusqu'à être interprète, aider à trouver un emploi, remplir des formulaires. Donc, un centre d'amitié, on est là pour aider pour toute situation possible. En ce moment, on est en train d'organiser des activités de perlage où on accueille tout le monde, tous les âges, toutes les nations. Ça fait un moment où on mange ensemble puis on crée ensemble quelque chose. Je crois que c'est de faire connaître beaucoup la culture, de créer le pont entre nos nations. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même du racisme, mais beaucoup moins. Baie-Comeau est déjà un peu plus confronté aux autres cultures. Les médias ont beaucoup joué à manipuler la vision des gens envers les Autochtones. On parle de la crise d'Oka, les Wet'suwet'en. Les gens ont vu ça comme négatif, donc on a eu des difficultés, je crois, à créer un lien entre nos nations. La vérité est importante à dire pour en arriver à la réconciliation. L'idée, c'est pas de culpabiliser avec l'histoire, mais c'est de parler de notre histoire commune. Nous aussi, entre Autochtones, entre différentes générations, entre différentes communautés, et il faut arriver à se parler puis à se réconcilier. Et même entre jeunes et vieux, parce que les générations se sont trouvées des fois coupées à cause de l'histoire des pensionnats. Donc, déjà, se réconcilier envers nous-mêmes, notre identité, se réconcilier envers les autres générations et se réconcilier entre toutes les nations autochtones et allochtones aussi. Je crois que tout ce qui est médiatisé par rapport aux pensionnats aussi, les séries qui ont sorti pour faire connaître l'histoire, je pense que ça a créé ça, la reconnaissance de la souffrance là, des Premières Nations. Donc, les gens sont plus sensibilisés, sont déjà plus ouverts et je crois qu'on est sur le bon chemin pour faire reconnaître l'histoire de nos ancêtres, là. Contrairement au reste du Québec, où il y avait, dans les années 80, une crise financière importante, où les emplois, le taux de chômage était élevé, et la recherche d'emploi était difficile, sur la Côte-Nord, on vivait, et à Baie-Comeau particulièrement, on vivait une situation de richesse, parce qu'on était la ville la plus riche du Canada à l'époque. Les plus hauts salaires étaient payés à Baie-Comeau. L'ensemble de cette économie-là fournissait des emplois de qualité à des hommes. Pour les femmes, il restait des emplois de vendeuses, de serveuses, de services au salaire minimum. Et la condition économique des femmes était précaire. La première maison des femmes qui s'est faite au Québec, c'est ici à Baie-Comeau. Dans les années 80, dans les années 75, on a parti le premier centre des femmes. La clientèle qui venait était souvent des femmes qui avaient été victimes de violences. Et le problème, c'est qu'elles n'avaient nulle part où aller, donc elles retournaient
la plupart du temps, à 99 je te dirais, dans leur milieu. Parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver des emplois qui puissent faire vivre leur famille convenablement. C'est là que l'idée du centre immersion, que j'ai dirigé pendant 20 ans de temps, a été mise en place. Le centre immersion, c'est un organisme qui a été fondé en 1981. Notre mission, c'était la lutte à la pauvreté par l'autonomie des femmes. Quand un métier était considéré non traditionnel, c'est qu'au moins de 30 des femmes l'occupaient. Les métiers dans les usines, de plombier, d'électricien, de journalier. On a travaillé avec la société, avec les entrepreneurs, les entreprises. On a travaillé avec les syndicats pour faire comprendre l'importance de ne pas avoir de blocage, d'harcèlement dans les entreprises, qu'elles ne venaient pas voler des postes. Tout ce qui concernait l'emploi, on était là pour s'assurer que ces milieux-là évoluent aussi. Au moment où la compagnie Reynolds, qui est devenue la compagnie Alcoa maintenant, créait 100 nouveaux postes, on a réservé 50 postes pour les femmes dans l'ensemble de l'usine. C'était révolutionnaire à l'époque, comprenez-vous, parce que là, les femmes se voyaient dans ces métiers-là. Le plus gros préjugé qu'on avait à faire tomber, c'était les voleuses d'emploi. À l'époque, les femmes dans les métiers non traditionnels, c'était extrêmement rare. Il fallait vraiment, pour avoir une vraie justice, une vraie équité, une vraie égalité, travailler à faire de la place aux femmes sur les métiers non traditionnels. On s'était impliqué à mettre sur pied un colloque régional. C'était une première pan-canadienne, en fait, où on invitait des intervenants de tous les niveaux. Le sujet, c'était les métiers non traditionnels et comment on peut en arriver à faire une place aux femmes. Il y avait quand même un mouvement féministe assez fort sur la Côte-Nord et les syndicats, avec l'aide des syndicats, menaient ces batailles-là. Évidemment, il y avait toutes sortes de jokes un peu mononques qui pouvaient se faire. Dans l'ensemble, c'est un succès. Ça a aidé à créer l'intégration des femmes sur le marché du travail. Ça va rester pour tout le temps. Et ça me fait quelque chose. Je suis fière. J'ai été 30 ans travailleuse de l'industrie saisonnière. Le trou noir, c'est une période sans revenu. On travaille 20 semaines, on reçoit 14 semaines de prestations, mais ça fait 34. Dans une année, il y en a 52. Quand tu n'es plus capable de nourrir tes enfants, quand tu n'es plus capable de payer les taxes de ta maison, parce que le trou noir arrivait en même temps que le compte de taxes, il fallait qu'il se passe de quoi, là. On a commencé des manifestations à 10 et on est fini avec 3000 dans la rue. Au début, il y a eu une des grandes manifestations en 2000, quand il y a eu le redécoupage des régions. Il y a des gens, là, des employeurs, des travailleurs qui se sont mobilisés avec nous. Il y a eu les blocages de route. On a eu des réponses très rapidement du gouvernement qui a dit on va faire un comité de travail et en attendant, vous allez avoir des mesures pour atténuer ce fameux trou noir de l'assurance-emploi. Ce comité-là s'est dissous après 1 an et demi. Et c'est là qu'il y a eu des assemblées de cuisine. Qu'est-ce qu'on a fait en 4 ans? Ça serait plus facile de vous dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait en 4 ans. Il y a eu des blocages de route, il y a eu des distributions de tracts. On a occupé les bureaux de Service Canada. On est allé cogner à Emploi Québec pour demander de la job, pour dire, si c'est ça, faites-nous travailler. On a travaillé avec les curés. Hein? Nos assemblées, quand on mobilisait et qu'on bloquait les routes, notre point de rencontre, c'est au sous-sol de l'église de Forestville qui nous était prêté. C'est un problème de région, là. Les gens quittaient la région, les gens s'approvisaient, ça veut dire que les entreprises vendaient moins. À un moment donné, on a cogné au pas de nos élus. Et je me rappelle qu'ils avaient dit, on vous a compris, maintenant vous pouvez vous en aller, on va en discuter. Mais on a dit, monsieur le chômage, vous ne pouvez pas presser, on va rester. On veut entendre ce que vous avez à dire sur nous. De fil en aiguille, on a mobilisé. Des fois, on était 10. On pouvait être à la traverse de Tadoussac, on distribuait des tracts. Des fois, on était 300. Des fois, l'anti-émeute venait. Il y avait plus de gens à l'anti-émeute qu'on était dans la rue. D'autres fois, on était beaucoup dans la rue, puis on a bloqué.
Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Puis on est de plus en plus gros à crier, puis on va tout le temps être de plus en plus gros, puis on va tout le temps faire des pressions de plus en plus fortes. Ça a été un temps fort, je dirais, de 2002 à 2004. Là, il y avait vraiment très grosse mobilisation sur la question de l'assurance chômage. Il y a eu le 19 avril 2004, les entreprises et les commerces de la Haute-Côte-Nord ont fermé leurs portes le temps d'une marche. Cette marche-là, c'était une réussite totale et on n'a jamais revu ça après. Là. J'ai pas vu ça souvent, en fait, là. Du monde capable de mobiliser une population à un tel point que tu peux fermer des commerces, on s'en va marcher, puis on remplit un aréna. Le gouvernement nous a répondu, il a mis 5 semaines supplémentaires pour combler ce fameux trou noir. Maintenant, on est un organisme à but non lucratif reconnu et on s'appelle Action Chômage Côte-Nord. Tu nous as coupés, nos enfants, tu les as oubliés, à part tes deux sans cœur! Des luttes comme celle-là ont un impact pas seulement sur les personnes qui sont aux prises avec la problématique, mais sur une économie locale, une économie régionale. Les victoires, ça se gagne dans la rue, ça se gagne sur le terrain. C'est le seul moyen de réussir à faire bouger les gouvernements aujourd'hui.